Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas qu'il faut faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Bonjour Francis. Salut Mario. Alors c'est aujourd'hui qu'on recevait les chiffres de l'inflation pour le mois d'octobre Yes. qui ont été reçus comme une bonne nouvelle au Canada. Une très bonne nouvelle. En fait, c'est une hausse quand même... une hausse, c'est une hausse des prix. Oui, mais c'est mais moindre. C'est une baisse par rapport à la hausse du mois précédent. Puis c'est intéressant parce que j'ai eu une conversation avec notre collègue Florence Lamoureux, là, qui fait ses études, on la salue, mais qui disait quand est-ce que ça va rebaisser? Jamais. Non, les prix ne rebaissent pas. Et c'est intéressant, justement. Je pense que les gens s'attendent maintenant à ce que la tomate, la pomme de salade, etc., rebaisse. Mais en fait, c'est pas ce qui va se passer, hein, pour être clair. Quand on dit que l'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,1 %, la tomate, en fait, en moyenne, là, tous les biens et services de l'économie ont augmenté de 3,1 % depuis un an, donc d'octobre à octobre. Les prix ne vont pas rebaisser. À un moment donné, ils vont arrêter d'augmenter aussi rapidement. Et même à ce moment-là, ils vont continuer d'augmenter à 2 %. Mais un rythme normal. Qui est la cible, évidemment, quand on parle de cible d'inflation. 3,1 % Mario, il faut le rappeler, là, on parle beaucoup du 2 % M. Macklem en a presque fait une obsession, le gouverneur de la Banque du Canada. Mais 2 % c'est le milieu de la fourchette cible, qui est de 1 à 3 % Donc, à 3,1 là, je te dirais on est quasiment rentré dans la fourchette. On est dans la fourchette, ou presque. Puis, évidemment, si on décortique ça, deux choses. Et puis, comme je l'ai dit, donc c'est pas vrai de dire que les tomates ont augmenté de 3 % puis l'essence a augmenté de 3 % puis les voitures ont augmenté de 3 % C'est une moyenne. C'est une moyenne sur plein de biens et plein de services. Et donc, ce qu'on observe depuis octobre dernier, c'est que, par exemple, le prix de l'essence, tu te rappelles, l'été dernier avait été très, très élevé, là, puis jusque dans l'automne, le prix de l'essence a baissé d'à peu près 8 %, là, 7,8 %. Par contre, les prix, notamment dans le domaine de l'alimentaire, continuent de progresser plus rapidement que la moyenne des prix. On parle de 6 % d'augmentation. Surtout et le pire, ce sont les loyers. Le facteur le plus inflationniste, c'est le loyer. J'y arrivais. Puis ce que j'expliquais à Florent, parce qu'on a eu une longue conversation plus tôt, mais en fait, le problème avec les loyers, comme je l'explique souvent, c'est que contrairement à ta salade ou même à une voiture, tu sais, une voiture, Mario, tu peux acheter une voiture neuve là, à 40 000 $, peu importe, la faire financer, mais tu as des alternatives. Tu peux la payer cash si tu as les moyens, ou tu peux t'acheter une minoune à 3 000 $. Tu sais, il y a des alternatives. Dans le logement, la quasi-totalité, ou en fait, deux Canadiens sur 3 financent la maison. Hein. Puis même quand tu es locataire, en fait, tu finances d'une certaine façon, tu finances celui qui finance. Hein. Donc, c'est sûr que quand le taux directeur... Ouais, tu payes ton loyer, avec cet argent-là, il paye son hypothèque. C'est ça, mais donc celui-là ou celle-là qui a emprunté pour construire du locatif ou pour acheter un duplex ou un quadruplex, peu importe, généralement, c'est hautement financé par les banques. Et donc, c'est sûr que quand le taux directeur varie, le taux hypothécaire varie, ça se traduit directement dans le prix du logement pour 2 Canadiens sur 3. L'autre tiers, c'est souvent les boomers ou les gens très, très riches. Leur maison est payée. Eux, ils vivent pas nécessairement des conséquences. Mais donc, pour 2 Canadiens sur 3, et encore une fois, c'est une grosse approximation que je fais, mais ça reste relativement vrai que 2 propriétés sur 3 au Canada sont totalement ou en partie financé. Donc, c'est sûr que l'augmentation du loyer, là, qu'on parle de 8,2 % par rapport à l'année dernière, c'est lié en grande partie à l'augmentation des coûts de financement, autant pour les ménages, autant pour les développeurs immobiliers. Et ça, on n'a pas fini de ressentir cette pression-là inflationniste parce qu'en ce moment, Mario, les gens renouvellent leur hypothèque, les développeurs font des nouvelles mises en chantier. Comment? À des taux très élevés. Le développeur qui fabriquait un logement locatif il y a 2 ans, il était capable de financer son terrain, son bois, ses travailleurs jusqu'à la vente à du 3-4 %. Maintenant, dans le commercial, les taux, c'est du 9, du 10 %. Forcément, il y a quelqu'un qu'il va falloir qu'il paye à un moment donné. Donc ça, c'est les travailleurs de la construction qui vont prendre une baisse de salaire, ce qui est peu probable, ou c'est carrément les locataires qui vont payer des prix plus élevés. Effectivement. Donc, mais c'est une bonne nouvelle. Je veux juste finir là-dessus. Pour moi, c'est très réjouissant. Par contre, avant de sortir le champagne, je rappelle que M. Macklem l'a dit, puis tous les économistes le rappellent, l'inflation, à mesure qu'on va se rapprocher de 2 % ça va baisser, ça va remonter, ça va rebaisser, de mois en mois. Donc, tu te rappelleras que cet été, ça avait baissé pas loin de ça, le 3,2, 3,3. Ça remontait à 3,8. Là, on est à 3,1.
je vous paie pas de promesses, mais ça se pourrait que le mois prochain, ça remonte à 3,4. Puis à un moment donné, on va peut-être tomber en bas du 3. Mais ça va prendre au moins une bonne partie de l'année 2024 avant qu'on arrive à un 2 là, steady, qu'on va pouvoir faire confiance. Et donc, qu'on se traduise par... Et là, qu'on pourra pouvoir commencer à espérer des baisses de taux d'intérêt. Puis comme je le dis souvent, le taux d'intérêt, il va pas baisser tant que M. McClem et son équipe sont pas confiants que ça va pas provoquer une ruée vers la consommation puis l'investissement des ménages. Et donc, ça veut dire que, il va vraiment s'assurer que le 2% soit régulier avant de baisser le taux. Parce que même si demain matin, il baissait d'un quart de point, ça changerait rien à la majorité des emprunteurs, mais ça enverrait le signal que le party peut recommencer. Puis ça, M. McClem, il veut pas que le party commence. C'est un peu un gâcheur de party, Tiff McClem, on peut dire quand ça. on y pense. Le secteur des crypto-monnaies qui a été drôlement secoué durant l'année 2022-2023. Et là, il y a un autre gros joueur. Est-ce que c'est le plus gros joueur, Binance? Ben, depuis la faillite de FTX, effectivement, là, le marché qui consiste à... En fait, c'est un sous-marché, là, les places d'échange, dans le fond, qui permettent d'acheter et de vendre des crypto-monnaies. Binance, effectivement, a pris là, le haut du pavé. Ils avaient été, on en avait parlé à l'émission, ça fait plusieurs mois, là, donc pour ceux et celles qui nous suivent tous les jours. Mais Binance avait été sous enquête là, par la Securities and Exchange Commission, qui est l'AMF américain, et essentiellement des enjeux régulatoires qu'on appelle de blanchiment d'argent, etc. Et donc, Monsieur Zhao, là, Changpeng Zhao, CZ, comme il est connu dans cet univers-là, a aujourd'hui plaidé coupable, en fait, à ces accusations. Et là, tiens-toi bien, Mario, c'est quand même, ça frappe l'imaginaire, moi, ces histoires-là. C'est de l'argent un peu Monopoly, dans le fond, mais à la fin, c'est des vrais dollars. Ben oui. Il pourrait acheter d'autres choses avec. Monsieur Zhao, il s'engage à payer une amende de 50 millions de dollars, ce qui est quand même pas... C'est pas pire somme. Il va la payer en bitcoin? Ben, je sais pas, non, il faut qu'il la paye en dollars US, effectivement. Okay. Il faut qu'il convertisse ses bitcoins. Mais attends, plus frappant encore, la plateforme elle-même, donc l'entreprise elle-même, c'est donc également plaidé coupable et il s'engage à payer une pénalité de 4,3 milliards de dollars. C'est quand même, là, écoute, je me rappelle plus. Puis ils l'ont, le 4 milliards? Ah, ben oui, l'entreprise vaut plusieurs. Ces plateformes-là, mais encore une fois, comme je le dis, la valorisation de ces places boursières-là, qui sont des places boursières pour les crypto-monnaies, varie énormément en fonction du cours de la crypto-monnaie. Mais les crypto-monnaies ont remonté depuis quelques mois, pas à la vitesse qu'on avait connue, mais ils remontent. Non, mais écoute, je me rappelle, là, il y a quelques jours, là, le Bitcoin, là, dans la semaine qui précédait, avait pris 23%. Là, c'est dans le dernier mois, 23-24%. On est rendu pas loin de 40 000 US par Bitcoin. Qui était descendu jusqu'en bas de 20? Oui, en bas de 20. Puis au sommet, je pense qu'il était à 66 000 de tout ça. Écoute, moi, Mario, je blague là-dessus. J'ai acheté une fraction de Bitcoin, là, même pas un Bitcoin, il y a quelques mois, juste pour regarder ça dans mon portefeuille en ligne. Eh bien, mon portefeuille de crypto va très, très bien. Et plus encore, Mario, il y a d'autres crypto-monnaies, parce qu'évidemment, le Bitcoin, c'est un peu la crypto-monnaie phare, là, mais il y en a genre 30, 40, il y en a des millions, en fait. Ah, des millions, toi et moi, si tu veux, on peut se partir je sais pas, Mario Francis, le crypto-monnaie. Il y en a qui valent des cents, il y en a qui sont utilisés par une poignée de monde, mais il y en a plusieurs centaines qui sont utilisés un peu comme des monnaies courantes. Et donc, des cryptos comme l'Ethereum, dont tu as sûrement déjà entendu parler. C'est le deuxième plus connu. C'est le deuxième plus gros. Mais lui, il vaut 2-3 000 aussi, il vaut cher. Ben, c'est ça, mais lui aussi a pris, puis encore plus que le Bitcoin. Puis un autre qui a énormément pris, qui a doublé de valeur, c'est le Solana, un peu moins connu, mais encore une fois, qui a pris pas mal de valeur là, dans les derniers mois. Le seul, je parle de mon portefeuille, c'est totalement anecdotique, mais le seul qui a continué de perdre la valeur, c'est le Dogecoin. Je sais pas si c'est comme pas l'affaire à Elon Musk? Ouais, ben, ça prédate Elon Musk, mais c'est une crypto dont l'icône est un chien, là, un mème de chien. Puis c'est comme une crypto ironique, en fait. C'est une crypto, genre, on se fout de la gueule du monde de la crypto. Mais à un moment donné, à cause qu'Elon Musk avait dit c'est donc malade, ça avait pris comme 2000% avant de se réeffondrer. Puis là, depuis ce temps-là, ça vivote dans des fractions de cents. Mais j'ai perdu quand même quelques dollars là, dans mon portefeuille de Dogecoin, Mario. Tu poses la question, est-ce que c'est complètement nostalgique de souhaiter le maintien du livret de banque? Parce qu'en fin de semaine, en fait, lundi matin, là, c'était la fin du livret chez Desjardins qui avait été annoncé au printemps, c'est ça?
Je sais pas, c'est comme encore une fois, c'est une réflexion que je me passais, Mario, tu sais, à savoir justement, est-ce que c'est nostalgique? Je veux dire, je sais pas toi, mais moi, Mario, j'ai eu jeune un livret de caisse. Ben oui, même jeune, jusqu'à 25 ans, j'ai pas 30 ans. Non, mais tu sais, on n'a pas tout à fait le même âge, mais tu sais, mais il y a 35 ans, là, j'ai appris la finance, là, tout petit, avec mon petit livret, là, puis j'allais, tu sais, mettre 2 piastres, 5 piastres, je retirais 1 piastre, là, tu sais, c'était vraiment un programme de sensibilisation à la jeunesse, mais je me rappelle ce livret-là qui montrait, tu sais, mes piastres, là, tu sais, mes fractions de cents, puis, écoute, ça fait très, 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 très longtemps, mais je me rappelle qu'il me donnait un intérêt, mais tu sais, c'était sur des 10 $, mais tu sais, il me donnait, là, j'avais mes intérêts, puis là, je pouvais mettre à jour mon livret, puis montrer que j'avais gagné 50 sous d'intérêt, là, tu sais, puis je me sentais non riche. Bref, c'est la fin de cette époque-là, pour plusieurs raisons évidentes. Il y a quand même encore, c'est surprenant, 270 000 personnes chez Desjardins qui avaient encore un livret bancaire. On n'a pas de... Je pense qu'on est dans le 70 ans et plus, là, puis peut-être même dans le 80 ans et plus pour une partie. Tous ceux et celles là, qui ont été rencontrés par le journal, l'article de Jean-Philippe Guibault, là, c'est des gens de... C'est ça, là, tu sais, mettons, du 4e âge. Ouais, mais qui sont habitués, là. C'est ça, puis tu sais, évidemment, des personnes pour lesquelles éventuellement c'est pas nécessairement facile de faire la transition vers le numérique, etc. N'en demeure pas moins qu'à un moment donné, tu sais, je pense que pour Desjardins, qui est vraiment comme le résistant là, dans cet univers-là bancaire... Parce qu'il n'y a plus une banque qui a ça. Non, ça fait plusieurs années que c'est hors de... Mais tu sais, puis je pense que Desjardins a comme toujours une entreprise qui a voulu être plus près de ses membres, tu sais, c'est une coopérative, etc. Mais à un moment donné... Parce qu'un des problèmes, c'est que si tu as des livrets, ça te prend des petites imprimantes à livret, puis c'est un équipement qui se brise, tu veux plus réparer ça, tu veux plus maintenir ça. Ah non, mais écoute, je sais pas si c'est... tu sais, j'ai pas d'où j'ai tiré ça, mais Desjardins devait un peu, entre guillemets, se battre avec les fabricants pour qu'ils continuent les lignes de produits parce que, genre, sur la planète, ils étaient peu nombreux là, à continuer à acheter ces affaires-là. Fait que, tu sais, pour les manufacturiers de machines, là, d'imprimantes, on fabrique plus comme, ça. Genre, on va t'en livrer, genre, tu sais, 1000 cette année. Mais tu sais, c'était comme un peu, genre, fatigant pour ces entreprises-là de continuer à produire cette technologie-là. Puis, tu sais, entre nous, Mario, là, c'est pas de l'impression laser super sophistiquée, avant-garde. Tu sais, c'est vraiment des technologies des années 70. Là. Si tu veux me convaincre que c'est assez lent, l'imprimante, t'as pas besoin. Parce que je suis un type assez malchanceux. Là, si tu te mets en ligne à l'épicerie, choisis pas m'arranger. Prends-en une autre. Et le nombre de fois que je suis allé au guichet, vraiment à la course, là, tu sors, tu vas au resto. Moi, je suis toujours 1 minute et demie en retard. Puis là, je vais arrêter au guichet. T'sais, à l'époque, qu'on arrêtait au guichet, il y a 20 ans, je vais arrêter au guichet. Il y avait toujours devant moi, mais toujours une personne d'un certain âge. Puis là, genre, qui avait pas mis... certain âge. Non, mais qui avait pas mis son livret à jour depuis 3 mois. En tout cas, moi, ma question, Mario, encore une fois, j'ai lu plusieurs articles dans différents médias québécois à ce sujet-là. Il n'y a aucune personne qui a été citée qui avait moins de 76 ans. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent à tous les jours. Si vous avez moins de 76 ans et que vous avez un livret, écrivez-nous. Je suis intéressé de comprendre, en tout cas, la dynamique dans le quotidien. Puis encore une fois, tu sais, honnêtement, Mario, je suis plus jeune que 76 ans, mais tu sais, je suis pas non plus un développeur web, mais comme, tu sais, se connecter à Accéder ou à RBC, une banque nationale, c'est pas compliqué. Là, je veux dire, non, mais les gens du 3e âge, il y en a quand même pas mal qui n'ont pas d'ordinateur, tout court. Oui, ils n'ont aucun outil informatique. Ouais. Ça se peut. Il en reste, je te jure. Tu peux quand même aller voir la personne, puis demander une copie papier sur du 8,5 par 11. C'est ce qu'ils font. Achetez-vous un duotang, puis une perceuse à trous. C'est comme un... En tout cas, comme je te dis... Non, je blague pas. Tu peux obtenir le détail de chacune de tes transactions, de chacun de tes comptes, puis assembler un livret. Mais le petit livret, là, format livret... Mais en fait, je pense que les gens qui se plaignent, j'ai entendu des gens se plaindre, puis je pense qu'ils font une erreur, puis tu nous l'as bien expliqué, ils vont dire... Ça aurait été quoi de le laisser? Là? Ils disent, on sait qu'on est plus nombreux, on sait que nos petits-enfants utilisent plus ça, on le sait, mais ça aurait été quoi de nous le laisser? Et je pense qu'ils sous-estiment qu'une fois que plus personne fabrique ce genre de petite imprimante-là pour Desjardins, c'est pas si simple. Même si ça a l'air d'une continuité simple, c'est pas si simple de continuer. Parce qu'une fois que tu le fais, faut que tu le fasses. Faut que dans un guichet, faut que tu laisses les petites imprimantes, faut que ça marche. Ouais, si ça brise, faut que quelqu'un le répare. Puis sans vouloir sonner sans cœur, Mario, c'est toi puis moi qui paye, là, tu comprends? Je veux dire,
dire, parce que c'est forcément toute cette infrastructure-là hautement déficitaire. Fait qu'à un moment donné, c'est tous les autres clients qui ont des frais mensuels, qui ont des frais d'intérêt supérieurs parce qu'il faut financer quelque chose qui, entre nous, pour moi, je me rappelle plus la dernière fois que j'ai sorti un livret bancaire, puis comme je blague pas, ça doit faire au moins 30 ans. Puis je suis pas à l'avant-garde de la technologie, mais c'est surprenant pour moi que dans 3 décennies, encore une fois, on n'ait pas un petit peu pris le pli. Je suis empathique, mais en même temps, je pense qu'il était temps qu'on passe au 21e siècle, là, en 2023. Merci, Francis. À demain. Écoutez Francis Gosselin à l'animation du balado Prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo